Craig Jones a déclaré la guerre avec l'ADCC en organisant son propre tournoi le même week-end avec $1 million à la clé pour attirer les plus gros noms du grappling. Un événement très très solide avec des règles particulières, 2 tournois et 2 super fights. On discute de tout ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Aldric, ma première question sera plutôt orientée sur le message que ça envoie à l'ADCC. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, du choc que Craig Jones veut mettre un peu dans le monde du grappling? Écoute, je pense qu'on a souvent parlé de la redistribution des gains quand on parlait d'NBA, de NFL et donc par rapport à l'UFC, et on disait que effectivement l'UFC, le pourcentage était entre 13 et 18% quand on voit que les ligues majeures de sport collectif américains sont aux alentours des 50%. Je pense qu'il aurait fallu se poser la question. Aujourd'hui, on a envie de parler d'un sport propre, et quand je dis propre, je fais pas que référence au dopage, et il y a aussi une propreté intellectuelle et financière à avoir. Et aujourd'hui, je pense que des athlètes dans le monde qui vivent du grappling, il y en a moins d'une dizaine, ou peut-être une dizaine, allez, en étant large, par le biais de sponsors, ou par le biais de stages, ou par le biais des revenus qu'ils génèrent de ça. Et ce qui est dommage, c'est que sportivement, ça va splitter en deux. Des combattants qu'on aurait aimé voir pour les amateurs de grappling. Là, comme ça, il y a plein de noms qui me viennent. Mais tu vois, par exemple, tu vois Mackenzie Dern d'un côté qui fait un super fight, et de l'autre côté, tu vois la petite Elena Crevard qui va prendre Bea Mesquita. Donc voilà, ça, c'est splitté. Les talents sont splittés. Les compétitions sont en même temps. Donc vraiment, il y a une volonté de nuire. Alors, si cette volonté de nuire, elle est faite pour que la DCC prenne conscience qu'il faut redistribuer des revenus aux grappleurs, de façon à ce qu'on puisse avoir des vocations de mecs qui veulent faire du grappling, c'est bien. Mais aujourd'hui, qu'on se le dise, la plupart des grappleurs, ils savent que pour manger, il faut faire du MMA. Et c'est malheureusement de ça qu'il s'agit. Ouais, moi j'aime pas mal de parallèles que tu mets déjà sur le point de vue de l'UFC. On a toujours eu cette critique de la distribution des payes est vraiment déplorable. Ceci étant dit, il y a vraiment moyen de bien vivre du MMA, et il y a une bonne proportion quand même de combattants MMA aujourd'hui qui vivent bien même de ça, alors que comme tu l'as dit, en grappling, ça se fait plus rare. De l'autre côté, il y a cette question, j'ai pas envie d'utiliser le terme monopole, mais en tant que fan de sport, tu as envie que les meilleurs affrontent les meilleurs. Pour l'instant, l'avantage pour les fans que l'UFC ait un monopole, c'est que clairement, quand tu regardes le top 15 de chaque division, l'UFC en a au moins 10. Et ça nous permet d'avoir vraiment les meilleurs combats à l'UFC. Si tu avais une réelle promotion très concurrente à l'UFC, en tant que fan de MMA, au final, on serait pas mal frustré parce qu'on aurait beaucoup, beaucoup d'envie d'avoir ce qu'on a pour l'instant. On aimerait tous voir Ngannou contre Jones. On l'aurait beaucoup plus, on l'aurait dans chaque division. Pour le moment, on n'a pas trop de frustration en tant que fan. Il y a très très peu de combats où on se dit « Ah, j'aimerais bien avoir le champion du UFC contre le champion du PFL ». C'est plutôt rare qu'on ait cette réflexion. Donc, il y a toujours un côté bon, positif à ce côté un peu monopolaire. De l'autre côté, il y a toujours un côté un peu plus négatif, et là, c'est sur la paye des athlètes. Donc ici, tu sais ce que gagne un gagnant ADCC ? Non, je me suis même pas posé la question. C'est très marrant parce que Jones a vraiment joué là-dessus. En tant qu'homme, quand tu gagnes un tournoi ADCC, tu prends $10 000. Donc, tu as passé les trials, puis tu vas à l'ADCC, tu gagnes l'ADCC, tu es le meilleur de ta division, tu as $10 000. Tu participes au CGI, tu sautes au premier tour, tu prends 10 000 et $1. Et tu gagnes le tournoi, tu es à $1 million. Donc forcément, il y avait un gros argument du côté de Craig Jones pour recruter les meilleurs, et il l'a réussi, on va en parler juste après. Mais là, il y a vraiment un gros choc qui est fait du côté de Craig Jones. Je pense qu'il est allé chercher l'argent en Arabie Saoudite, et je pense que ça envoie quand même un beau message, enfin un beau message. Ça envoie un lourd message, on va dire, à la DCC. C'est
c'est possible. On est un sport qui attire quand même l'argent. On est capable de générer beaucoup d'intérêts financiers et donc on pourrait mieux le redistribuer aux athlètes qui méritent parce que quand tu regardes le parcours qu'un athlète doit faire pour arriver à la médaille d'or à DCC, qui se produit une fois tous les 2 ans, donc tu n'as pas une opportunité chaque année, c'est quand même relou de repartir avec seulement $10 000 en tant que vainqueur et une médaille d'or. Non, mais je te rejoins. Après, on le sait, le grappling aujourd'hui, le jiu-jitsu brésilien, ben, ce sont des sports qui te coûtent de l'argent, malheureusement, jusqu'à ce que tu fasses tes preuves. Regarde, et ça, je peux te prendre des exemples très récents. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'ai coaché Kalim pour ses débuts, Kalim Mastouri pour ses débuts en ceinture noire sur un tournoi pro à Paris. C'est la première fois de sa vie qu'il prenait de l'argent euh, pour, euh, pour faire un combat de jiu-jitsu alors qu'il pratique ce sport depuis, je sais pas moi, presque une vingtaine d'années. Et il a participé à peu près à toutes les compétitions qui se font en Hexagone, en Europe, voire même une partie au Brésil. Et c'était la première fois de sa vie que ça ne lui coûtait pas de l'argent. Parce qu'on va parler comme ça, les gens vont mieux comprendre. C'est pas qu'il en gagnait, c'est que ça ne lui coûtait pas. Parce que pour faire on parle souvent des Europes. C'est très à la mode quand tu fais du jiu-jitsu. Ouais, tu vas faire les Europes cette année. Alors, maintenant, ils sont à Paris. Mais pendant des décennies, c'était à Lisbonne, à Lisbonne, à Lisbonne. Et pour donner une idée à quelqu'un, même en faisant le crevard, en prenant des studios à 8 et tout, entre le billet d'avion et le logement et la bouffe, ça te coûtait minimum 500 euros, tu vois, d'aller faire une compétition à Lisbonne où tu allais faire peut-être, si tout se passe bien, 5-6 combats. Eh ben, ça te coûtait de l'argent. Alors que c'était le Graal et que c'était la plus grande compétition européenne de jiu-jitsu. Donc, c'est pour donner une idée de ce sport qui aujourd'hui est un sport qui te coûte de l'argent si tu veux en faire plutôt que d'en gagner. Ouais, et il y a, au niveau régional, voire très local, c'est logique pour un athlète de jiu-jitsu de payer une C'est ça. participation à un tournoi. Donc là, je trouve ça vraiment cool, moi, personnellement, que Craig Jones arrive à prouver qu'on peut mettre des grosses sommes sur la table pour les meilleurs au monde. Et je crois qu'il y a d'autres promotions, évidemment, le Polaris, je pense que ça rémunère également. EBI aussi à l'époque, ce que fait Cage Fury aussi sur l'UFC Fight Pass, Ouais, UFC Fight il y Pass a le One Invitational, aussi, je hein, pense tout que simplement. ça commence à être rémunéré. Le One aussi. Donc c'est bien, ça commence à aller dans la bonne direction. Et ici, je suis pas le grappling de manière très assidue, mais j'avais lu des articles qui disaient que quand les gens se plaignaient auprès de la DCC que la DCC ne redistribuait pas correctement l'argent vis-à-vis des athlètes, ils répondaient bah, vous n'avez qu'à aller ailleurs, il n'y a pas mieux ailleurs. Et donc je trouve que c'est une très bonne réponse de la part de Craig Jones. Ben voilà, maintenant il y a mieux ailleurs. Comment est-ce que vous allez réagir à ça? D'autant plus que ben là, on le voit, il y en a beaucoup, beaucoup qui étaient qualifiés pour la DCC, qui ont rejoint le CGI, ce qui prouve que autant à l'UFC, tu as cette notion de j'accepte de pas gagner beaucoup parce que je suis à l'UFC et c'est un statut. Et tu as l'impression que la DCC, c'est un tout petit peu moins un statut que l'UFC, ce qui signifie que les gens sont beaucoup plus prêts à se dire, OK, je vais là où il y a l'argent. Et en plus, ouais, après, il y a cette valeur de nom. Craig Jones, c'est devenu une vraie référence en grappling. Donc, gagner le Craig Jones Invitational, limite déjà cette année, ça deviendra aussi crédible que de gagner la DCC. Ben, là, je pense qu'il a fait un très bon coup. Je te dis, sportivement, on va un petit peu souffrir. Le braquage aurait pu être. S'il chopait les mecs de John, mais non, on savait qu'il y avait trop d'antécédents entre la scission de l'équipe et tout. Mais s'il chopait les mecs de John, il mettait le business en l'air carrément. Enfin, il aurait fallu en parler Ouais, ouais, ouais. avec Julien Casier, que je salue s'il écoute ce podcast, parce qu'il aurait été encore plus précis et pointu que moi. Moi, je suis le grappling, mais je suis pas un connaisseur. Au même titre que Julien, j'essaie de me tenir informé des compétitions et même, je vais aller plus loin, de ce qui passe comme finalisation dans les compétitions. C'est surtout ça qui m'intéresse. J'avoue que je suis par rapport à la data et dans mon intérêt à moi d'évolution plus que dans l'amour pur du sport. Que je peux trouver ennuyeux chez certains athlètes, je le confesse fort aisément. Chez certains athlètes, hein, je le nuance quand même. Mais, Mhm. mais je pense que voilà, s'il chopait les athlètes de John qui n'avaient pas eu d'antécédents entre eux, le braquage aurait pu être total. Là, il reste un intérêt sportif à la DCC.
Néanmoins, Clairement. je sais pas exactement, il faudrait faire le calcul, mais si je dis qu'il a détourné une vingtaine d'athlètes sur les 2 KT, parce que lui il fait que 2 KT, je pense que je suis pas très loin de la Plus et réalité. moins 80, ouais. Et je te rejoins. Donc on a 16 participants par tournoi. Donc sur les 32, j'ai l'impression que ouais, il y a un bon Ouais, 60-65% de gars qui étaient supposés être à la DCC. Je pourrais aller vérifier les chiffres et les mettre en commentaire, mais je pense que t'es pas très loin de la réalité. Donc c'est vraiment un gros coup qu'il fait à la DCC. Et je pense d'ailleurs que son recrutement était vraiment axé là-dessus. J'essaie de prendre un maximum de gars pour les enlever de la DCC et je vais essayer de compiler ça avec des noms qui donnent de la lumière sur mon tournoi et essayer d'avoir une variété aussi dans les styles de grappling. Parce qu'aujourd'hui, grappling, c'est que ce soit à la DCC ou ici au CGI, c'est pas uniquement Jiu-Jitsu-Ka. On va avoir des combattants de MMA, Luke Rockhold, il on y a va en Luc parler Rockhold, tout à ouais, l'heure. On va avoir des lutteurs qui ont fait division 1 NCAA. Donc il y aura aussi un mélange de styles qui est intéressant. Et ça me fait une excellente transition parce que avant de parler des tournois, j'aimerais qu'on discute des règles parce qu'on l'a déjà dit ici sur le Coach Talk. Les règles influencent la façon dont un sport est pratiqué, peu importe le sport. Et les règles peuvent quasi garantir ou à l'inverse abolir complètement le côté spectacle et peut avantager une stratégie. Donc ici, dans le cas du grappling, un style par rapport à un autre. Et donc ici, j'ai presque envie de dire, particulièrement dans les sports de combat et même dans le grappling, selon la façon dont tu définis les règles, tu peux garantir quelque chose de très relou à regarder pour un fan lointain qui pratique pas, ou un truc très très spectaculaire pour tout le monde, au même titre que sur base des règles que tu définis, tu pourrais largement avantager ceux qui viennent du no-gi jiu-jitsu versus ceux qui viennent de la lutte. Donc ici, je vais te définir les règles et puis on va un peu discuter de ce qu'on en pense. Donc, les combats auront lieu sur une surface comme le karaté combat, donc c'est vraiment un carré avec des angles sur le côté, ce que moi j'aime bien particulièrement parce que ça garantit qu'on puisse pas tomber en dehors de la surface de réparation qui serait surélevée comme on a, je pense au Polaris, on a ça et tu stresses toujours un peu quand ça arrive sur la fin de la surface de combat. Alors ici, on aura 3 rounds de 5 minutes avec un break d'1 minute entre les rounds, comme en MMA professionnel. On aura un système de points comme à l'UFC. On score round par round, 10 points pour le vainqueur, 9 points ou moins pour l'autre. En cas d'égalité, au bout des 3 rounds, c'est celui qui gagne le 3e round qui gagne le combat. Les finales sont en 5 x 5, comme les combats pour le titre à l'UFC. Là, par contre, en cas d'égalité, il y a un 6e round pour définir le vainqueur. Les full Nelson, les can openers, les twisters sont autorisés. Les slams sont autorisés uniquement quand on est en train de défendre une soumission. Donc, s'il y a un triangle qui est lock, on peut slam. Si on est sur le point de slammer et que le triangle s'ouvre, on peut plus slam. Très important. Le scoring sera sur 3 critères comme en MMA, mais c'est pas les mêmes critères qu'en MMA évidemment puisqu'il n'y a pas les frappes. Le premier critère, c'est initiating action. C'est celui qui engage, que ce soit en takedown, en progression de position, en renversement et en soumission. Donc, c'est vraiment celui qui essaie de mettre le plus d'action dans le combat. Le deuxième critère, c'est celui qui se rapproche le plus des soumissions et celui qui met de l'action dynamique. Donc, après avoir engagé l'action, c'est celui qui va continuer à chercher à progresser. Et le troisième critère, c'est le contrôle de position dominante. Donc, pour finir, il y a des potentielles pénalités, voire double pénalité, en cas de passivité et de stalling. Donc, si tu stalls le combat, donc c'est-à-dire si tu gardes une position juste pour garder une position, ou si tu es complètement passif, ou si tu refuses d'engager le combat, l'arbitre peut à la fois t'enlever des points et reset vers une position neutre, c'est-à-dire debout sans contact. Il peut choisir l'un ou l'autre, il peut faire les deux, et ça peut arriver dans toutes les positions. Tu peux avoir un dos, si tu es en train de juste conserver le dos, l'arbitre peut te relever, te mettre à distance et t'enlever en points, ce qui pèse très très lourd dans la balance. Donc ça cherche quand même l'action. Moi personnellement, les règles, j'aime bien. Je sais pas ce que tu en penses parce que j'ai pas l'impression que ça avantage vraiment un style. C'est très compliqué de se dire ouais un lutteur aura un gros avantage sur un spécialiste des leg locks par exemple. Et j'ai l'impression que ça va amener à l'action, d'autant plus que ces tournois à élimination directe vers 1 million à la clé. Donc ils vont se la donner. J'aime bien. Écoute, de toute façon, première chose, les soumissions autorisées, si tu veux avoir la vérité et le plus fort, et surtout que là on parle d'athlètes professionnels qui sont bien rémunérés, il faut laisser toute la gamme. Tu peux pas commencer à dire ça c'est autorisé, ça c'est interdit. Je pense que ça déjà c'est la première vérité. Après concernant le schéma sportif, j'ai presque envie de dire télévisuel, parce que là ça va passer sur, je crois que ça passe
sur la chaîne de la B-Team YouTube, ils font de la pub. YouTube, ouais. C'est ça. Mais peu importe. Si tu as envie que ce soit regardable, il faut que ce soit spectaculaire. Depuis de nombreuses années, on peut dire ce qu'on veut, le grappling, je parle du grappling dans sa totalité, ils ont fait des essais de plein de trucs. Il y avait à la DCC au début des zones où il n'y avait pas de points. Après, il y avait des points. Après, ils ont essayé pas de temps, on va à la finalisation. Je veux dire, il y en a qui ont essayé avec des claques. Je veux dire, on peut être très vaste dans le choix, dans les choix sportifs qui ont été faits sur le grappling depuis une vingtaine d'années. Il y a eu plein de choses qui ont été essayées en France, en Europe, à l'étranger, au Brésil et aux États-Unis. Force est de constater que moi, j'ai marqué ça, les schémas par équipe, ça me plaît. D'ailleurs, dans l'actualité, je vous renvoie vers une compétition par équipe où Dricus Duplessis sort une équipe entière sur une compète de grappling, c'est-à-dire il sort les 5 mecs. Le quintet. Sur le quintet, ouais. Quintet, quintet. Je crois que c'est Sakuraba qui l'a inventé au départ, hein, qui l'a labellisé. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est Sakuraba. En tout cas, quand je pense à quintet ou quintet, je pense à Sakuraba. Donc, il y a des trucs fun qui sont sortis, mais en dehors de ça, il faut tenter parce que souvent, c'est à moins d'être vraiment très féru, extrêmement pointu du grappling, ça peut être soporifique, même pour quelqu'un qui pratique et qui aime le grappling. Donc là, ça a le mérite d'être novateur, ça a le mérite de porter vers l'action. Il y a des rounds, donc il y a jugement, donc tu sais si tu es à la bourre ou pas. Au troisième, il va falloir. Oui, c'est open scoring. J'ai oublié de le dire, c'est du open scoring. Ouais. Donc il y a plein de nouveautés qui font que ça peut être engageant et ça plus l'oseille qui va avec. Normalement, ça doit enlever les œillères et les mecs doivent être débridés et avoir envie de montrer la totalité de leur niveau et pas de se préserver parce que il y a plein de paramètres, tu vois, tu dis ouais mais là cette compète il l'a fait, il n'était pas à 100% parce qu'il se préservait pour une autre. Là il y a tout, il y a le million à aller chercher, les payes qui sont évolutives en fonction du classement, enfin de ton évolution dans le tournoi, les règles qui sont plutôt ouvertes sur le papier. J'ai envie de voir parce que ça a le mérite d'être novateur et porté vers l'action. Donc ça peut ça plus la multitude de clés autorisées, la totalité des clés autorisées même pour être honnête. C'est le schéma en tout cas me plaît. Ouais, et il y a un truc, je me suis dit, tu vois, ça ressemble fort au format MMA. Et je sais que dans le monde du grappling, il y a eu pas mal de critiques par rapport à ça. Notamment, et là-dessus, cette critique, elle est totalement légitime. Les juges, c'est la première fois qu'ils vont juger de cette manière. Peut-être que je me trompe, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'autres tournois de grappling qui ont été scorés de cette manière, avec ces critères de juge. Et donc, il y aura un côté novateur. Quand on dit novateur, il y a aussi le côté novice. Donc, on espère qu'il y aura une certaine justice dans la façon de scorer les rounds, parce que les juges, ce sera nouveau pour eux. Et donc, il y aura clairement, si ça continue, il y aura un truc d'apprentissage et d'évolution là-dessus. Mais au moins, il y a cette recherche de perfectionner. Après, Chris, j'ai envie de te répondre à cette question par une autre question. Quand on voit les dingueries tous les week-ends de nos juges de MMA, mais parce que vraiment, il n'y a pas un week-end où je vois pas une dinguerie, moi. Il y a des mecs qui mettent 30-27 dans un sens, des mecs qui mettent 28-29 dans l'autre. Mais tu te dis, mais comment? Je veux bien me mettre à leur place, être gentil, condescendant, me dire, ouais, ils sont de dos, ils voient pas l'action dans leur globalité ou peu importe. Mais des fois, tu as envie de penser qu'ils sont malhonnêtes, hein, je te jure. Alors qu'ils le sont sûrement pas, hein, mais dans notre sport, alors que ça existe depuis les années 90, voire plus au Brésil, alors que les règles, elles sont changées depuis maintenant 4 ans. C'est quoi les nouvelles règles? C'est 4 ou 5 ans même. 2017, plus. Hein. Ouais, donc, scoring, c'est 2017, donc ça fait 7 ans là. Et ben, on voit encore des dingueries tous les week-ends. Donc, j'ai envie de te dire, à mon avis, c'est pas très grave si c'est novice ou novateur, hein, parce que je pense que tant qu'on n'aura pas évolué vers un autre système ou vers une IA ou vers autre chose, on continuera tous les week-ends à voir les dingueries qu'on voit. Et heureusement, il y en a qu'un qui est mongol à chaque fois, tu vois, à peu près. À peu près. Ouais, mais d'où l'intérêt d'en avoir 3. Mais
Ouais. Mais t'en as un, tu te demandes ce qu'il a regardé. Moi, il y a des combats, je m'arrête et je regarde, je me dis, mais comment tu peux mettre 30-27? Comment là, pour la polémique, c'est encore du MMA féminin. Enfin, quand je dis c'est encore, parce que je regarde vraiment plein de combats plusieurs fois. Et là, notamment, par exemple, sur cette carte, c'est pas Mackenzie que j'ai regardé le plus souvent, c'est Sandagen Nurmagomedov, parce que je trouve qu'il y avait un gros travail de coaching de Khabib sur les roulades scramble de Sandagen. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais pareil, quand tu regardes Mackenzie Dern, tu te dis mais comment elle gagne ce combat? Sur quels critères le juge lui donne ce combat par rapport à la petite Lupita Godinez, tu vois? Mais bref, c'est compliqué les juges, c'est compliqué la vision du sport et je me dis que vu les juges de MMA, il n'y aura pas de difficultés particulières par rapport à ces juges de grappling. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Et moi, je suis en train de me dire, je pense que Craig Jones s'est dit, il y a un plus gros public à aller chercher en MMA qu'en grappling. Évidemment. Et donc, il a fait un format très ressemblant au MMA pour que les fans de MMA puissent se dire, tu sais quoi, je vais aller jeter un œil quand même parce que en termes de compréhension, ça va aller. Et clairement, principalement sur son tournoi moins 80, il y a du gros niveau. Et sur son tournoi plus 80, t'as Luke Rockhold qui va représenter le MMA. T'as quand même quelques noms de grappleurs qui ont fait leur transition vers le MMA, qui sont à 4-0, ce genre de palmarès. T'en as aussi chez les moins 80 des combattants MMA. Donc, il va y avoir une petite attache. Et donc, moi, comme je t'ai dit pendant le podcast, j'ai dû faire un gros travail de recherche pour préparer celui-ci parce que bon, je vois quand même pas mal d'infos tournées sur les comptes que je suis sur Twitter et donc ça a commencé un tout petit peu à m'intéresser. Jack Slack a fait un super article sur le Patreon et donc je propose ici qu'on parle un tout petit peu des line-up des deux tournois et voilà, voir si toi il y a des noms que tu connais bien ou qui sortent ou si tu as un préféré. J'ai pris des petites notes, mais je pense que... Ah, parfait. Alors, bon, tu l'as déjà dit. Pour ceux qui savent pas, quand tu parlais de John tout à l'heure, tu parlais évidemment de John Danaher et du Danaher Death Squad. C'est ça. Ils sont pas présents parce qu'il y a eu une séparation entre la B-Team de Craig Jones et le Danaher Death Squad. Il y a juste le petit frère de Gordon Ryan qui sera présent parce que le petit frère de Gordon Ryan, Nicky Ryan, est resté dans la B-Team. Mais au-delà de ça, franchement, il a pris la crème de la crème et il nous a fait quelques surprises avec des lutteurs de très haut niveau, des judokas de très haut niveau, des Luke Rockhold qui en font partie et il a très très bien joué son coup. Alors, je propose qu'on commence par le tournoi qui fait un peu moins de bruit, celui des plus 80, et puis on va terminer sur le tournoi qui fait beaucoup de bruit, les moins de 80. Donc ici, je vais comme ça tout le monde est au courant, je vais juste donner les brackets. On a Nicky Rodriguez, qui est un des favoris, selon moi, contre Max Gimenez. On a Owen Livesey, que les gens connaissent parce qu'il a affronté au Polaris Baki en last minute. Enfin, c'est Baki qui a affronté Owen Livesey en last minute contre Mohamed Ali, qui est très apprécié, je pense, pour un style assez offensif et opportuniste. On a Adam Bradley contre Kyle Boom. On a Luke Rockhold contre Pat Downey. On a Victor Hugo, qui est probablement le gros favori de ce tournoi, contre Lucas Canard. On a Ignacio Santos contre Pedro Alex. On a Felipe Andrew contre Daniel Craig et Kervliet. Et alors, on a William Tackett, qui aurait pu participer chez les moins de 80, mais qui est allé chez les plus de 80 pour essayer d'avoir 2 millions avec son frère, qui sera chez les moins de 80, contre Joao Gabriel Roca. Et ça, ce sera notre premier tour donc de ce tournoi. De ton côté, est-ce qu'il y a des noms que tu apprécies? Quel est ton pronostic pour la finale? Quelle finale est-ce que tu penses qu'on aura? Qui serait le vainqueur selon toi? Et est-ce que tu as une préférence? Alors, juste avant de te donner les préférences, je me suis amusé à regarder un petit peu par rapport à la KT ADCC plus de 99 kilos, enfin 100 kilos quoi, pour comparer un petit peu. Ouais. Là, je pense que c'est pas qu'il n'y a pas photo, mais je mets un gros avantage à DCC quand même. Pourquoi? Parce que je pense que la plupart les Felipe Peña, comment dire? Je reprends mes petites notes en même temps, mais les Vinny Magalhães et compagnie, le gros du panier mondial est resté plutôt à DCC. C'est juste un avis, encore une fois, les gars, je regarde, je suis pas un grand expert, mais bon, je vais quand même, je suis black belt depuis 2013, donc même si c'est plus mon environnement
quotidien que je me mets plus sur le MMA, ça reste quand même quelque chose que j'essaye de suivre. Pareil, en dessous de 99 kilos, il y a Kenan Duarte qui est resté fidèle avec Meregali et compagnie. Donc, à mon humble avis, c'est un peu plus excitant du côté ADCC. Donc ça, c'était le premier sujet que je voulais aborder. Maintenant, pour revenir au Greg Jones Invitational, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est un tournoi qui est très ouvert. Je suis pas persuadé que Rockhold, même s'il paraît qu'il a un très gros grappling pour un MMA fighter, vraiment, il paraît que c'est un très haut niveau de grappling. Je l'avais entendu sur pas mal de ses teammates qui parlaient de ça. Maintenant, moi, si je dois donner un avis, je vois le poète Victor Hugo ou Nick Rodriguez, effectivement. Pareil, pareil. Moi, mon prono pour la finale, ce serait Victor Hugo contre Nicky Rod. En plus, il y a une chouette dynamique à ça. Je crois que c'est une revanche, hein. Ils se sont déjà affrontés. J'ai une petite préférence. Moi, j'aimerais bien, tu sais, une surprise sur le poids. Tu vois, un William Tackett qui est vraiment très léger, qui est très très fort. J'aimerais bien le voir aller loin dans ce tournoi. Compliqué. Ou alors un Felipe Andrew parce qu'il a 62% de finish. Tu vois, c'est un gars très agressif, très opportuniste. Après, je te J'ai un peu donne regardé, un ça m'a avis l'air qui d'être. n'engage que moi, hein. Je trouve dangereux, moi, ces absolutes qui existent depuis la nuit des temps, hein. Je les trouve dangereux. Et sur un combat, à la limite, ça va. Maintenant, je pense que quand tu as 10, 15 kilos d'écart avec quelqu'un, sur un bracket et sur un court laps de temps où tu vas devoir quand même enchaîner les combats, c'est compliqué. Je pense quand même que les catégories, elles existent pas pour rien. Je reprends la phrase, je crois que cette phrase a été dite, c'est, ça a été dit à la Sphère entre le coach entre Merab et le coach de Ah O'Malley. oui, Il lui a dit, mais oh, s'il y a des catégories de poids, si ça existe, il va te tuer. O'Malley. Alors, j'irai pas jusqu'à il va te tuer, mais je pense effectivement que c'est compliqué. Là, c'est large, tu vois. Je faisais un parallèle volontaire avec la DCC exprès pour expliquer. Ben, il passe de poids lourd à 99 kilos, tu vois. Donc là, il y a des écarts de poids, mais qui vont aller, je sais pas, à 20 kilos, 30 kilos. Là, ça fait beaucoup quand même pour des athlètes. Je parle des athlètes qui pourraient faire le 80 et qui vont chercher la catégorie du dessus. T'imagines, il peut y avoir des différences de poids extrêmement importantes. Un Rockhold, par exemple, je pense qu'il va être à 105, peut-être. Ouais, je pense 100, 105 kilos. Tu as des athlètes qui sont assez costauds. Et pour ceux qui feront aux alentours des 90, ça risque d'être compliqué. Surtout qu'en plus, là, on parle de round avec de l'agressivité, avec une notation qui va favoriser quand même, je pense, l'activité. Et on sait que l'activité, bah, plus t'es lourd, plus c'est fatigant à gérer en face, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. T'as beaucoup moins de levier quand t'es plus léger, surtout si tu te retrouves en dessous. Et donc, c'est plus difficile de montrer que t'es en train d'initier l'action ou que t'es en train d'en faire quelque chose et de créer du dynamisme. Donc, je suis assez d'accord là-dessus. Est-ce que toi, parmi les 16 noms qu'on voit ici, il y en a deux que tu aimerais voir l'un contre l'autre particulièrement parce que tu penses que ça donnerait un beau spectacle? Moi, je vais te donner un exemple. Ça arriverait en demi-finale. J'ai un peu regardé des vidéos, je vais pas dire des 16, mais de pas mal des participants. Mohamed Ali contre Adam Bradley serait très très fun. Ça arriverait en demi. Et je trouve que du côté de Mohamed Ali, on a un côté très très engagé, spectaculaire. Et une de ses spécialités, c'est passer la garde. Contre l'excellence du 50-50 de Bradley, je trouve ça toujours intéressant quand tu as un gars qui est un très bon passeur de garde. Comment est-ce qu'il cache ses jambes face à quelqu'un qui aime beaucoup attaquer les leg logs? Et donc, je pense que ça pourrait nous donner un chouette dynamisme. Est-ce que toi, parmi le tournoi, il y a deux noms où tu te dis, j'ai trop envie qu'ils se croisent et parce que ça donnerait un beau combat pour nous, les fans? Non, non, par contre, je vais être global. J'ai envie de voir ce que ça fait, ces mecs-là, avec ces règles-là et avec l'argent qui va avec. C'est-à-dire que tu as pas mal de garçons qui vont. Je suis curieux de voir d'un point de vue stratégique comment ça va travailler. C'est-à-dire que est-ce qu'ils vont vouloir éviter d'aller au troisième round pour s'économiser et c'est valable aussi pour les 5 rounds qui sont uniquement pour la finale, je crois. Est-ce que ça va essayer de travailler à l'économie,
au début de combat. Enfin, honnêtement, c'est plutôt de voir cette globalité d'athlètes, de quelle façon ça va bosser, dans des règles qui ont le mérite d'être nouvelles et larges d'un point de vue stratégique, tu vois. Parce que aujourd'hui, alors pas tous, hein, mais quand même, ils font tous partie d'équipes importantes où il y a des mecs qui travaillent au niveau stratégique, tu vois. Et d'ailleurs, je regrette de pas avoir un mec comme John là-dedans parce que j'aurais été vraiment curieux de voir avec quelle approche il allait bosser ça. C'est-à-dire que est-ce que tu mets tout sur le premier, tu relâches un peu le deuxième, puisque quoi qu'il arrive, il faut gagner le troisième. Tu vois, j'ai vraiment envie de savoir de quelle façon ils vont bosser. Moi, je le dis, si je devais bosser sur un truc comme ça pour avoir regardé les règles attentivement et les braquettes et tout, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut envoyer un gros premier round pour se dire, bah voilà, quoi qu'il arrive, le premier il me le faut pour pouvoir gérer le deuxième et essayer peut-être de contrer et de finaliser sur le deuxième et garder du jus pour finir fort sur le troisième. Je me suis, tu vois, c'est ce que je me suis projeté. Ah ouais. Après, tu vois, ça c'est mon idée et je l'ai bossé pas très sérieusement. Enfin, quand je dis pas très sérieusement, je me suis posé sur le podcast pour en parler, mais je l'ai pas travaillé comme les 80 ou 100 heures vidéo que je fais pour préparer un combat de MMA. Mais c'est vrai que j'ai plutôt une curiosité collective sur ce coup-là, en me disant, ok, de quelle façon ça va bosser par rapport à ces règles spécifiques et par rapport à, je pense que ça va, quoi qu'il arrive, il faut quand même se dire un truc, et ça, n'importe quel pratiquant qui nous écoute, il va le comprendre. Que tu sois ceinture bleue, violette, marron, noire, ou même grappleur et que tu n'aies pas de ceinture, tu vas le comprendre très vite. Je pense que ça va beaucoup travailler sur la top position parce que sur 5 minutes, déjà, c'est très compliqué de renverser quelqu'un, comment dire, qui a un niveau équivalent au tien. Et ça, vous le voyez très facilement. T'es ceinture marron, tu prends un ceinture bleue et tu vas te rendre compte quand même que le mec peut te faire galérer 2-3 minutes avant de lâcher un sweep parce que il est costaud, parce qu'il est fort sur les contrôles et qu'il te faut multiplier les attaques pour réussir à obtenir ce renversement. Ben, quand tu le transposes à un round de 5 minutes où ça va forcément lutter dès le départ et si jamais tu te retrouves en dessous, ben, ça peut être compliqué de renverser. À moins d'être vraiment un expert, je pense que ça va beaucoup travailler sur les top positions et les leg locks parce que pareil, pour établir une finalisation de passeur de garde, j'aime bien ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu t'es fait un scénario, tu as dit ouais, mec travaille la 50-50, l'autre travaille la garde, c'est top, mais ça reste à mon avis des soumissions qui demandent du temps. Je rappelle que pour les black belts, c'est pas 5 minutes, normalement c'est 10, et même s'il y a qu'un seul round de 10, ça laisse du temps. Et pour des jeux qui demandent à s'installer, passer la garde. Des fois, le passage de garde, il te donne juste une demi parce que ça recompose derrière. Il faut passer en croix. De la croix, c'est pareil. Ben, c'est compliqué de finaliser en croix. Il faut passer sur un nord-sud ou un crucifix ou un genou-poitrine ou une monte. Qui dit monte dit dos. Et des fois, ce processus, à un niveau très élevé, ben, il te demande 7, 8 minutes. D'ailleurs, tu vois, quand tu regardes un petit peu, moi je le dis volontairement, je regarde pour faire un peu de data. Quand tu fais de la data, tu te rends compte qu'il y a soit de la soumission éclair qui va passer vite, type leg lock, très souvent, ou clé à la volée, guillotine, soit quand c'est un jeu installé, ça va être une finalisation qui va demander plus de temps, qui va intervenir à partir de la 6e ou 7e minute, parce que ça demande un jeu qui demande des contrôles et beaucoup plus d'accomplissement et de variation de position. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc là, c'est pas 7, c'est pas 8, c'est pas 9, c'est 5. 5 avec un format où ben, il faut aussi assurer sur le deuxième et le troisième round. Donc, quid de la gestion de la fatigue et surtout, quid du jeu sur 5 minutes parce que le leg lock, ben, on sait que si ça rate, ça te met dans une position inconfortable où tu concèdes la top position. Bien souvent, là on sait que si tu la concèdes, bon, ça doit travailler, mais malgré tout, c'est celui qui travaille qui est favorisé. Donc voilà, il y a toute cette interrogation là qui va me dire, mais ok, comment ces mecs-là vont bosser, de quelle façon, de façon à pouvoir au mieux gérer ce tournoi. J'aime beaucoup ce principe de tout donner, enfin pas tout donner, mais vraiment donner pour prendre le premier round, parce que si tu finalises dans le premier round, tu as un avantage parce que tu auras fait un combat court, et on sait, hein, sur un format, c'est en 2 jours, on l'a pas précisé plus tôt dans le podcast, mais ça se jouera, enfin
le tournoi a lieu demain et après-demain, c'est-à-dire vendredi et samedi. Et t'enchaînes les combats, donc t'enchaînes la fatigue aussi. Si tu finalises ton quart de finale, ta demi-finale en 3 minutes et tu rencontres en finale quelqu'un qui a fait que des décisions, tu as un petit avantage quand même d'énergie. Imagine, ça Donc, peut j'aime faire bien ce 3 principe minutes de- contre 9 minutes contre 45 minutes de travail. Donc là, même si le mec est prêt, ça fait une grosse différence quand même. C'est clair. Et en plus de ça, si tu prends le premier round et que tu laisses passer le deuxième, le troisième est plus important en cas d'égalité. Une égalité, évidemment, il faut qu'il y ait un 18 qui traîne dedans. Mais si tu prends le premier et puis que dans le deuxième, tu es tellement fatigué que tu prends un 18, mais que du coup, ça t'a permis de récupérer pour prendre le troisième, tu l'emportes. Donc, j'aime bien cet angle. Et du coup, tu m'as vraiment motivé sur l'intérêt à regarder avec un œil vraiment quelle est l'approche stratégique de chacun de ces athlètes par tournoi. Donc maintenant, le tournoi qui a vraiment explosé, c'est les moins de 80. Donc là, je vais te citer les 16 noms dans le bracket du premier tour. Donc, il y a les deux frères Ruotolo qui ont été mis à l'opposé du bracket. Alors, les deux premiers combats que je vais citer, pour moi, c'est directement des bangers. Donc, on a Tai Ruotolo contre Jason Nolf, excellent lutteur. Donc, on a une vraie opposition de style. On a Roberto Jiménez, qui, selon moi, est un des favoris contre quelqu'un qui est très agréable à regarder en Levi Jones Liri, qui vient vraiment du monde du gi et qui a vraiment travaillé sur ses Della Riva, Berimbolo. Donc, c'est très chouette à voir. Et il a déjà commencé son adaptation vers le no-gi. Ensuite, on a Lucas Barbosa contre Kenta Iwamoto. Joseph Chen, le maître du tripod pass contre Andy Varela. Puis on a probablement l'autre gros favori de ce tournoi, le frère Cade Ruoloto, qui est à mon sens le plus gros favori des deux, contre Mateusz Diniz. D'ailleurs, ce serait marrant d'avoir les deux frères Ruotolo en finale, ce qui est une haute probabilité quand même. On a Renato Canuto contre Tommy Langaker. On a Majid Haag contre Eogan O'Flanagan et le petit frère de Gordon, Nicky Ryan, contre Andrew Tackett. Très beau combat aussi d'entrée de jeu dans ce tournoi. Franchement, là, les noms, c'est du très solide. Ouais. Là, je fais même pas le comparatif avec la DCC, mais ne serait-ce que non, parce que il reste, soyons honnêtes, il n'a pas non plus racketté la totalité du tournoi, mais là, sportivement, quand même, il y a des trucs que j'aimerais bien voir. Moi, alors là, j'avoue que égoïstement, j'aimerais bien voir Nicky Ryan évoluer un peu dans le tournoi. Tu vois, j'ai été surpris de voir les trucs. Il est pas du tout, personne n'en a trop parlé. Il n'est pas du tout favori par rapport aux deux frères. Moi, je le trouve extrêmement fort quand même, vraiment. C'est les blessures. Hein. Il fait des trucs de. Quand tu regardes, parce que la B-Team, il poste beaucoup sur leur chaîne YouTube et il fait des trucs de dingue contre des très bons compétiteurs. À chaque fois qu'il revient à la compétition, il fait de très belles choses. Il est très jeune, mais il se blesse assez souvent. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on en parle peu. C'est parce que il est moins actif que les autres participants. Et en plus de ça, franchement, le premier tour, c'est sale, quoi. Contre Andrew Tackett au premier tour, c'est une demi-finale avant la demi-finale, comme on pourrait appeler. Ouais, moi, c'est vraiment cette caté. J'ai pas envie d'en rater une miette. Ouais. Parce que, je te dis, en plus, elle répond à des. Ces mecs-là viennent pour l'argent, tu le sais. Il y a un très gros niveau. Je pense que il va y avoir pas mal de combats. Ça, c'est mon avis, encore une fois. Je pense qu'il va y avoir des combats assez expéditifs au départ. Malgré tout, il y a quand même des différences de niveau assez importantes sur les participants. Cela étant, non, ça, je veux voir et je raterai pas, certainement pas. Et moi, sur un truc comme ça, je suis chauffé au même titre que je regardais les JO avec grand intérêt. En termes de temporalité, ça arrive au parfait moment. Le MMA, on est tranquille jusqu'à dimanche matin. Il n'y a pas grand chose. Les JO terminés. Donc, moi, demain, la chaîne de la B-Team, je la fais chauffer avec grand plaisir parce que ce bracket me plaît vraiment. Tu vois, et je me dis pareil, au niveau des règles, ça va vite. C'est des petits poids. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Ouais, et puis franchement, on a des. Enfin, Tai Ruotolo contre Jason Nolf au premier tour, moi ça m'intéresse parce qu'il y a une réelle opposition de style. Là, on est vraiment sur un lutteur pur, NCAA Division 1 contre Tai Ruotolo qui est un pur grappleur, un vrai talent. C'est quoi les frères Ruotolo? Ils ont fait ADCC à 16 et 19 Ouais, ans je crois que avec des résultats en de dessous des malade. 18, je suis sûr, je sais plus si c'est 16 ou 17. Enfin,
c'est hallucinant les talents qu'ils ont et ça va être très intéressant de voir le dynamisme dans ce tournoi. Donc voilà, Aldric, je pense qu'on a fait un bon gros tour pour couvrir ce CGI. J'espère que ceux qui n'étaient pas trop au courant, on a réussi à clarifier un peu ce que c'était, tant sur le narratif que sur les règles. Et peut-être vous motiver un tout petit peu à le regarder. On l'a dit, on n'est pas les deux meilleures personnes pour discuter vraiment des styles et tout ce qui s'ensuit. Je m'y prends un peu tard. C'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir un Julien Casier ou quoi invité ici pour réellement discuter combattant par combattant, à quoi Non, s'attendre. mais Mais si on voit que ça vous plaît, les gars, en commentaire, là, je me permets, c'est un plaisir ouais, d'inviter Julien. Et si on voit qu'il y a une... Moi, je vous dis, on va trahir le secret. Comme on a fait le podcast un petit peu en retard parce que j'étais un peu malade et souffrant. On est jeudi matin, j'ai fait mon cours de grappling avant de venir. Et en plus, on a travaillé sur de la turtle ce matin avec mes gars et je leur ai dit vraiment ce que je pensais sur le grappling. Et la chose la plus importante, si vous êtes vraiment amateur de MMA dans un but de compétition, dans un but de compréhension même de ce sport, il faut regarder le grappling parce que mine de rien, le grappling d'aujourd'hui, c'est le MMA de dans un an. C'est-à-dire que les mecs du MMA, ils travaillent avec des professeurs de grappe qui, même s'ils adaptent au MMA, ben voilà, il y a un temps d'avance sur le grappling. C'est logique puisque c'est le sport d'origine. Et tout ce qu'on voit en grappling aujourd'hui, c'est ce qu'on verra dans quelques mois en MMA parce que il faut le temps de la compréhension et le temps de l'apprentissage. Et donc, c'est super intéressant, même pour ceux qui veulent. Ouais, mais moi, je suis pas compétiteur, je regarde que pour le kiff. Mais si tu veux comprendre l'analyse, parce que souvent, je reçois des messages, merci Chris et Aldric, vous nous orientez vers l'analyse. Si vous voulez devenir de meilleurs analystes de MMA, regardez le grappling et imprégnez-vous, parce que vous verrez que dans quelques semaines, dans quelques mois, ce sera les tendances qu'on voit aujourd'hui en grappling, ben, on les verra en MMA dans les mois qui suivent. à coup sûr. À coup sûr. Et je pense que ce tournoi-ci, particulièrement, il aura beaucoup plus de visibilité que la DCC, qui est moins accessible aussi. Il faut prendre un abonnement Flow Grappling quand t'es pas ultra fan. Ça te donne pas trop envie. Ici, c'est gratuit sur YouTube. Donc, je pense que ça va faire beaucoup de vues et qu'il y a beaucoup, effectivement, de coachs de MMA qui vont s'inspirer de ce qu'ils voient là pour l'adapter au MMA. Et d'ici une demi-année, il y a des choses qui auront eu lieu au CGI qu'on reverra en MMA, en adapté évidemment avec tout ce qui est Ground and Pound et Cage. Aldric, un tout grand merci et à très bientôt. Ciao, ciao.